Depuis des siècles, les Pléiades ont inspiré l'imaginaire collectif en raison de leur éclat caractéristique dans la voûte nocturne. À l'œil nu, on distingue généralement 6 ou 7 points lumineux regroupés dans la même zone du ciel, en particulier lorsqu'on regarde du côté de la constellation du Taureau, durant les nuits d'hiver. On les surnomme parfois les 7 sœurs, et on les présente comme un amas ouvert emblématique, formé d'étoiles relativement jeunes. Pourtant, des mesures récentes ont révélé que ce petit groupe, facilement observable, ne constitue que la partie émergée d'un ensemble bien plus vaste. Autrement dit, cette poignée d'astres brillants cache en réalité des milliers de compagnons qu'on ne peut discerner aisément, parce qu'ils sont moins lumineux et se fondent dans la densité générale de la Voie lactée. Jusqu'à dernièrement, ces membres perdus demeuraient inaccessibles à la simple observation visuelle et restaient enfouis dans la masse d'étoiles environnantes dont il est souvent difficile de distinguer l'appartenance précise. Cette découverte, rendue possible grâce à la combinaison d'observations issues de Gaïa et Tès, a complètement redéfini les limites réelles des Pléiades, en montrant que l'amas était en fait environ 20 fois plus étendu que ce qu'on imaginait autrefois. D'un point de vue astronomique, cette révélation est importante parce qu'elle remet en cause l'échelle de l'amas qu'on appelle désormais Greater Pleiades Complex. Les données de Gaïa, le satellite dédié à la cartographie précise de la Voie lactée, ont offert 2 types d'informations complémentaires. D'abord, les parallaxes mesurés permettent de calculer les distances de chaque étoile, et ainsi de repérer celles qui se trouvent à peu près au même éloignement que les Pléiades classiques déjà répertoriées. Ensuite, les mouvements propres, c'est-à-dire les déplacements d'une étoile sur la sphère céleste, donnent un indice fort de la cohérence cinématique entre différents astres. Concrètement, si plusieurs objets se déplacent dans la même direction et à la même vitesse apparente, ils sont susceptibles d'appartenir à la même famille céleste, étant nés ensemble ou ayant migré de concert. Ces premiers filtres gaïens permettent donc d'isoler certaines candidates. Toutefois, il restait à confirmer qu'elles possèdent le même âge, car un amas ouvert se caractérise aussi par une signature de jeunesse commune. C'est là qu'interviennent les données de Tès, un télescope spatial qui mesure avec précision la luminosité de milliers d'étoiles afin d'en déduire leur période de rotation. La période de rotation stellaire caractérise la vitesse à laquelle une étoile tourne sur elle-même, et cette caractéristique évolue avec le temps. Les chercheurs s'appuient sur la gyrochronologie, terme qui désigne la méthode d'estimation de l'âge d'une étoile à partir de la mesure de sa vitesse de rotation. Quand une étoile est jeune, elle tourne plus vite qu'une étoile plus âgée de la même masse. Ainsi, en disposant de la courbe de luminosité sur une certaine période, il devient possible de déduire la rotation, puis d'obtenir une fourchette d'âge. En recoupant les données de Gaïa, qui propose la cohérence spatiale et cinématique, et celle de Tès, qui propose la cohérence en âge par la rotation, les chercheurs sont parvenus à faire émerger une population supplémentaire d'étoiles qui partagent la même jeunesse que les Pléiades. Elles ont ainsi pu être officiellement classées comme faisant partie de ce grand ensemble à la fois diffus et cohérent. La principale raison pour laquelle la plupart de ces membres faibles étaient passés inaperçus tient au fait qu'ils sont peu lumineux. Nombre de ces nouveaux venus sont des naines rouges, c'est-à-dire des étoiles de faible masse, plus froides que notre Soleil. Leur température de surface se situe le plus souvent sous la barre des 3500 degrés Celsius environ, alors que celle de notre étoile dépasse les 5500 degrés Celsius. La lumière dégagée par ces naines rouges étant moins intense, il est beaucoup plus difficile de les repérer à l'œil nu, ou même avec des instruments peu sensibles, d'où leur invisibilité prolongée. De plus, le ciel regorge de myriades d'étoiles qui font partie d'autres populations stellaires indépendantes. Sans indice tangible sur l'origine commune, il est pratiquement impossible de classer ces astres épars. Le maillage fin offert par les parallaxes de Gaïa a donc joué un rôle déterminant pour faire ressortir des alignements qui n'étaient pas accessibles aux relevés plus anciens. Dès lors qu'on isole ces candidates dans un diagramme qui confronte la distance, le mouvement, la brillance et la période de rotation, leur appartenance au même groupe saute aux yeux. On estime à présent que le nouveau recensement compte plus de 3000 membres potentiels rattachés à ce complexe pléiadien élargi. Cette population s'étale sur des dizaines de degrés dans le ciel de l'hémisphère nord, ce qui signifie qu'on peut, si l'on trace une carte de grande échelle, repérer un véritable halo en forme de nuage diffus tout autour du cœur nettement visible qu'on appelle traditionnellement amas des Pléiades. Par endroits,
Des structures plus étirées s'étendent comme de longs filaments, suggérant que l'ensemble commence déjà à se diluer dans le champ stellaire général. En astronomie, on parle souvent de dissolution lorsqu'un amas perd progressivement sa cohésion gravitationnelle, notamment en raison des perturbations extérieures et de la dynamique interne. Les Pléiades ne font pas exception, et il apparaît que leur halo s'éparpille lentement. Configuration, où l'on voit à la fois un noyau dense et des bras ténus, reflète l'état de transition d'un amas qui a déjà entamé son processus d'évaporation graduelle dans le disque galactique. Selon les calculs publiés et rapportés par diverses sources spécialisées, cette découverte a plusieurs conséquences directes. D'abord, la répartition de la masse au sein de l'amas doit être revue, puisque ces centaines, voire milliers de naines rouges supplémentaires infléchissent considérablement le profil global. On appelle profil de masse la distribution statistique des étoiles en fonction de leur masse. Or, la présence d'un grand nombre de naines rouges modifie la proportion relative d'étoiles légères par rapport aux étoiles plus massives. Ce phénomène a un impact sur le futur de l'amas, car la dynamique collective dépend de la manière dont la gravité se répartit entre toutes ces étoiles. Les paramètres comme le rayon tidal, qui décrit la limite approximative à l'intérieur de laquelle l'amas parvient à retenir ses membres face aux forces extérieures, doivent également être recalculés. Le rayon tidal est sensible au nombre total d'objets et à leur répartition dans l'espace. Si l'on s'aperçoit que le halo se prolonge plus loin, ou que les influences galactiques s'exercent de façon plus marquée, cela reconfigure radicalement la vision de la cohésion de l'ensemble. Les chercheurs s'intéressent aussi de près à la durée de vie dynamique de ce Greater Pleiades Complex, c'est-à-dire au temps qu'il mettra pour se disperser suffisamment et ne plus former un groupe reconnaissable. Le fait de découvrir qu'il existe déjà un halo diffus tend à montrer que la dissolution est en cours et que, malgré la beauté apparente de ce rassemblement stellaire, la majorité de ses membres finira un jour par se fondre dans la population générale de la Voie lactée. Par ailleurs, l'analyse de ce phénomène étoffe notre compréhension de l'histoire de la formation du voisinage galactique. On sait que la majorité des étoiles naissent en amas, mais qu'au fil des centaines de millions d'années, elles se dispersent. En creusant la manière dont se délite un amas réputé comme les Pléiades, on obtient des indices cruciaux sur les trajectoires futures de bien d'autres groupes stellaires qui peuplent la galaxie. Du point de vue de l'observation, l'équipe qui a signé cette avancée suggère plusieurs pistes visuelles pour mieux appréhender l'ampleur de la découverte. On peut imaginer une carte céleste couvrant la totalité du ciel, où l'on tracerait en vert les Pléiades visibles à l'œil nu et reconnues de longue date, tandis qu'en blanc apparaîtraient les nouveaux membres identifiés. L'effet visuel serait saisissant, car là où on le voyait qu'un léger attroupement, se dessine subitement un vaste motif dont les frontières se déploient sur des dizaines de degrés. Les étoiles brillantes, situées dans le cœur traditionnel des Pléiades, sont bien concentrées dans la zone du Taureau, alors que tout autour s'étendent des régions plus ténues, difficiles à distinguer. Certaines couronnes ou boucles font clairement penser à des queues qui s'éloignent peu à peu. Cette représentation à grande échelle permet de saisir à quel point la simple vision humaine peut être trompée lorsque l'on ignore la véritable distribution spatiale et la cohérence cinématique. À côté de cette cartographie étendue, un autre outil de visualisation habituel en astronomie est le diagramme HR, abréviation de Hertzsprung-Russell, qui regroupe les étoiles en fonction de leur luminosité intrinsèque, ou magnitude absolue, et de leur température de surface, ou couleur. Lorsqu'on y place toutes les étoiles déjà connues, et celles nouvellement attribuées au Greater Pleiades Complex, on observe une séquence continue caractéristique d'un même âge global. Cela signifie que, malgré leur foule, ces étoiles suivent grossièrement la même courbe d'évolution si on les situe à des stades similaires de leur vie stellaire. Les objets plus massifs apparaissent vers le haut gauche du diagramme, tandis que les naines rouges, plus froides, se concentrent vers le bas droit. On retrouve un alignement qui témoigne du fait qu'elles ont toutes été façonnées dans le même environnement initial, à quelques variations près. Cette reconnaissance d'une unique séquence d'amas est un argument supplémentaire pour affirmer que ces nombreuses étoiles, jadis considérées comme des inconnues ou des intruses, appartiennent bel et bien à la même fratrie. Un des enjeux futurs, afin de consolider cette découverte,
consiste à affiner la liste des membres au moyen de suivis spectroscopiques détaillés. En effet, si Gaïa et Tess indiquent déjà une forte probabilité de rattachement, il reste parfois des doutes sur certaines étoiles dont l'exactitude des mesures de mouvement ou d'âge peut être mise en défaut. Les spectres recueillis avec des télescopes au sol ou d'autres missions spatiales permettront d'obtenir la composition chimique de chaque étoile et, en recherchant des signatures métalliques communes, on renforcera la cohérence d'ensemble. Un amas ouvert comme les Pléiades présente souvent un même niveau global de métaux, car toutes les étoiles se sont formées à partir du même nuage de gaz. Ainsi, au fil des vérifications, on pourra établir un inventaire plus précis et potentiellement découvrir encore quelques autres sœurs oubliées. Cette initiative scientifique illustre à quel point il est crucial de combiner plusieurs types de mesures pour sonder la structure réelle d'objets qui nous semblaient familiers. Pendant longtemps, les astronomes se sont basés uniquement sur la brillance et la position apparente pour cataloguer les étoiles, ce qui fonctionnait raisonnablement pour les plus faciles à distinguer. Avec Gaïa, le concept de parallaxe ouvre la voie à des distances mesurées directement, réduisant radicalement les incertitudes sur l'éloignement de chaque astre. Les mouvements propres, enregistrés sur plusieurs années, offrent une vue dynamique. Si deux étoiles éloignées de plusieurs degrés se meuvent de façon synchronisée, c'est qu'elles demeurent liées d'une façon ou d'une autre. Puis Tess vient compléter le tableau en apportant le volet âge, grâce à la rotation mesurée. Tout ceci aboutit à un nouveau paradigme où l'on s'aperçoit que ce qu'on tenait pour petit et circonscrit est en fait vaste et ramifié. Avec plus de 3000 membres recensés, le Greater Pleiades Complex s'impose comme un cas d'école pour étudier les mécanismes de groupement et de dispersion des étoiles au sein du disque galactique. Les chercheurs y voient un terrain d'observation idéal, car sa proximité et sa luminosité rendent les analyses plus accessibles qu'avec d'autres amas situés à plusieurs milliers d'années-lumière. L'échantillon d'étoiles nouvelles, par ailleurs, inclut un large spectre de masse et de classe spectrale, des naines rouges aux étoiles plus chaudes, offrant l'opportunité d'analyser comment la rotation et la composition varient au sein d'un même ensemble. Ce travail aiguise aussi l'intérêt pour la phase ultérieure, lorsque l'amas finira quasi entièrement dilué, éparpillé dans le champ stellaire, devenant alors un souvenir diffus dans la mémoire galactique. Pour comprendre comment une équipe internationale de chercheurs est parvenue à élargir de manière spectaculaire le nombre d'étoiles associées aux Pléiades, il faut d'abord imaginer la façon dont le satellite Gaïa, dans sa version nommée Gaia Data Release 3, cartographie le ciel. Cette mission de l'Agence spatiale européenne mesure précisément la position de chaque étoile, sa vitesse apparente à travers la voûte céleste et son éloignement par le principe de la parallaxe. La parallaxe est un léger décalage de la position d'un objet lorsqu'on l'observe selon différents points de vue, et les astronomes l'utilisent pour déterminer des distances stellaires de manière fiable. Grâce à cette technique, on peut repérer des groupes d'étoiles qui se déplacent ensemble et qui partagent des caractéristiques communes, comme des distances similaires et un mouvement groupé, suggérant qu'elles font partie d'un même ensemble physique plutôt que d'une simple coïncidence visuelle. Dans le cas qui nous occupe, on a non seulement pu confirmer l'existence d'un noyau compact d'étoiles connu depuis longtemps dans les Pléiades, mais on a aussi repéré un halo beaucoup plus grand, composé d'étoiles moins brillantes, plus discrètes ou plus lointaines, qui participent au même mouvement d'ensemble. Pour distinguer de simples coïncidences d'étoiles isolées de véritables sœurs stellaires liées à l'amas, la deuxième pièce essentielle du puzzle est la mission TESS, acronyme anglais pour « Satellite de relevé des exoplanètes en transit », qui malgré son nom, livre désormais de précieuses mesures de la vitesse de rotation de milliers d'étoiles dans notre région de la galaxie. En mesurant la périodicité de la luminosité d'une étoile, on déduit sa période de rotation à partir de minuscules variations de brillance. Cela permet de mettre en œuvre une méthode nommée gyrochronologie, autrement dit, l'étude de la rotation stellaire pour en déduire l'âge. Plus une étoile est vieille, plus elle a tendance à tourner lentement. Et, en comparant des données de rotation entre différentes candidates à l'appartenance aux Pléiades, on peut trouver un âge moyen caractéristique. Si cet âge coïncide avec celui déjà déterminé pour l'amas, on peut dire que ces étoiles sont probablement nées au même moment et appartiennent très vraisemblablement à la même famille. Cette approche est au cœur de la publication scientifique intitulée Lost Sisters Found, Tess and Gaia Reveal a Dissolving Pleiades Complex, qui dans une revue prévue en 2025,
détaille comment des astronomes ont opéré la fusion de ces informations. Ils se sont appuyés sur des catalogues très étendus, en utilisant d'abord Gaïa pour remonter à des candidats cohérents en termes de distance, de mouvement propre et de magnitude. Ensuite, ils ont fait le tri supplémentaire grâce aux mesures de période de rotation issues de TESS, afin de ne conserver que les étoiles qui, d'un point de vue cinématique et chronologique, correspondent à l'amas des Pléiades. Cette méthode d'appariement s'effectue par probabilités successives. On calcule d'abord la probabilité qu'une étoile soit physiquement à la même distance que l'amas, puis la probabilité qu'elle ait le même mouvement global, et enfin, la probabilité que son âge déduit de la rotation présente une cohérence avec celui des autres membres. Au terme de ce processus, les auteurs aboutissent à une conclusion surprenante. L'amas n'est pas juste un petit regroupement isolé, mais un complexe de grande envergure en pleine phase d'étirement et de dissolution. La notion de complexe en dissolution fait référence à un phénomène naturel dans la vie des amas ouverts. Ces groupements lâches, nés de l'effondrement de nuages de gaz et de poussière. Les étoiles nouvellement formées demeurent un temps liées par la gravité, mais divers facteurs comme l'influence des marées galactiques, c'est-à-dire les effets de la distribution de la masse dans la galaxie, ou les perturbations dues à des passages d'autres nuages de gaz, finissent par dissiper progressivement l'amas. On parle aussi d'évaporation gravitationnelle pour décrire ces étoiles qui s'échappent peu à peu du cœur de l'amas, et de cisaillement galactique pour évoquer le mouvement plus large qui tord ou étire le groupe dans son ensemble. Les Pléiades, avec leur densité radiante qui attire le regard dans la constellation du Taureau, constituent l'exemple type d'un amas encore massif et bien visible, mais qui présente déjà des filaments et des structures périphériques témoignant d'une fuite progressive de membres. Selon les auteurs de l'étude, il reste néanmoins plusieurs inconnues. L'une des premières concerne la complétude de la détection pour les étoiles les plus faibles en magnitude, c'est-à-dire les plus discrètes et souvent les moins massives. Même Gaïa, avec sa sensibilité avancée, peine à repérer des astres très peu lumineux lorsque le fond stellaire est dense. Il existe aussi des biais cinématiques. Si une étoile possède un mouvement particulier, ou si elle se projette dans une direction peu favorable à l'analyse, sa probabilité d'être reconnue comme membre peut chuter. Cela signifie que le recensement total pourrait encore croître si l'on repousse les limites de la sensibilité instrumentale ou si l'on affine les algorithmes de détection. De plus, l'extension exacte des queues de marée, ces bras qui s'étirent à grande distance du cœur de l'amas, doit encore être établie avec précision. On soupçonne qu'elle pourrait s'étendre sur des dizaines de degrés dans le ciel. Et les astronomes attendent donc à découvrir peut-être encore d'autres étoiles qui voyagent en cohorte dans cette même dynamique. Par ailleurs, il est nécessaire de réaliser des études spectroscopiques plus abouties afin de mesurer la métallicité de chaque candidate, c'est-à-dire la proportion d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium dans son atmosphère. Les Pléiades, comme la plupart des amas ouverts, possèdent une composition chimique relativement homogène, ce qui sert de test supplémentaire pour déterminer si telle étoile fait ou non partie de la famille. Les spectres lumineux révèlent la présence ou l'absence de certains éléments, et le fait de retrouver cette signature chimique similaire renforcerait encore l'identité commune des étoiles récemment ajoutées à la liste. Les mesures de vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse d'approche ou d'éloignement le long de la ligne de visée, constituent également une brique indispensable pour confirmer la cohérence dynamique de l'ensemble. Les données de Gaïa fournissent plutôt une vision du mouvement transversal, alors que les informations spectroscopiques traditionnelles apportent cette dimension supplémentaire, permettant de picturaliser un mouvement en 3 dimensions complet. Cet ajout d'étoiles de faible luminosité et parfois de masse réduite a un impact direct sur la compréhension de la masse globale de l'amas, sur la forme de sa distribution de masse et sur les prédictions de sa longévité dynamique. En effet, on sait que ces populations de petites étoiles, souvent qualifiées de naines rouges, peuvent représenter une portion significative du nombre total d'astres et influencer la façon dont l'amas évolue. En affinant ce recensement, les chercheurs peuvent ainsi mieux comprendre l'histoire de la formation stellaire dans le voisinage. Il se pourrait que, jadis, le nuage moléculaire à l'origine des Pléiades ait créé plus d'étoiles qu'on ne le soupçonnait, et qu'aujourd'hui, seul un cœur brillant attire vraiment l'attention à l'œil nu, alors qu'un véritable cortège de sœurs se trouve disséminé sur une large portion de la sphère céleste. Les astronomes nomment amas ouverts ces groupes d'étoiles nés au sein de gigantesques nuages de gaz et de poussière,
appelés nuages moléculaires. L'expression nuage moléculaire désigne en effet d'immenses concentrations de gaz, principalement de l'hydrogène, dont la température relativement basse, souvent de l'ordre de quelques dizaines de degrés Celsius, favorise la condensation de la matière. Dans ces régions denses, le gaz peut commencer à s'agréger sous l'effet de la gravité, ce qui conduit à la formation de nombreux embryons stellaires. Lorsque ces embryons accumulent suffisamment de matière, leur température et leur pression interne augmentent, déclenchant les réactions de fusion de l'hydrogène et donnant naissance à des étoiles pleinement formées. Le résultat se présente souvent sous la forme d'un amas ouvert, un ensemble contenant de quelques centaines à quelques milliers d'étoiles, plus ou moins liées gravitationnellement, bien que cette liaison reste faible par rapport à celle qui caractérise d'autres groupes stellaires plus massifs. On estime que ces amas ouverts, issus de la fragmentation de nuages moléculaires très étendus, peuvent comprendre entre 100 et 10 000 étoiles, même si bon nombre de ces regroupements finissent par perdre une partie de leurs membres au fil du temps. Les étoiles formées dans un même amas ont tout un âge initial similaire et une composition chimique proche, car elles proviennent du même lot de gaz primordial. C'est là l'une des caractéristiques fondamentales de ces structures. Elles permettent aux chercheurs d'étudier un groupe d'étoiles représente un échantillon cohérent, offrant un instantané précis de certaines étapes de la vie stellaire. Dans un amas ouvert, les interactions gravitationnelles internes ne sont pas suffisamment intenses pour maintenir l'ensemble de ces étoiles rassemblées indéfiniment. Cette faiblesse s'explique par la masse totale relativement modeste du groupe, bien loin de ce que l'on observe dans d'autres types de rassemblements stellaires plus liés, comme les amas globulaires. Au sein d'un amas ouvert, de nombreux effets interviennent pour éroder la cohésion initiale. Les pertes de masse dues au vent stellaire représentent l'une des premières étapes de cette érosion. Les étoiles massives, en particulier les très jeunes, peuvent émettre des flux puissants de particules et de rayonnements, éjectant ainsi de la matière dans l'espace environnant et réduisant la quantité de gaz disponible pour resserrer le champ gravitationnel global. À une autre échelle, les supernovas, c'est-à-dire l'explosion de certaines étoiles massives en fin de vie, peuvent provoquer des chocs et des déplacements dans le gaz environnant, chassant au passage une partie du matériau originel qui aurait contribué à la cohésion du groupe. Chez d'autres étoiles moins massives, ou lors de rencontres rapprochées entre étoiles, on peut aussi assister à des phénomènes d'éjection, lorsque l'énergie cinétique de certaines d'entre elles devient suffisamment importante pour qu'elles s'échappent du champ gravitationnel de l'amas. La combinaison de ces facteurs internes a tôt fait de réduire la densité d'étoiles dans l'amas, et c'est là que d'autres phénomènes, plus vastes, entrent en jeu pour accélérer la dispersion. Lorsqu'un amas ouvert tourne dans la galaxie et se déplace à travers ses bras spiraux, il est soumis à une marée galactique. L'expression « marée galactique » fait référence à la différence d'attraction gravitationnelle que la galaxie exerce sur les différentes régions du même amas. Concrètement, la partie d'un amas tournée vers le centre galactique subit une attraction plus forte que la partie éloignée, ce qui tend à étirer la structure et à en éjecter progressivement certains membres, parfois sous forme de courants stellaires. Dans la Voie lactée, les passages à proximité de nuages moléculaires ou d'autres amas peuvent aussi perturber l'équilibre gravitationnel déjà fragile d'un amas ouvert et accentuer la tendance de ces étoiles à s'échapper. Au fil des dizaines ou même des centaines de millions d'années, ces processus conduisent peu à peu à la dissolution majeure d'un grand nombre d'amas ouverts. Les étoiles finissent par se mélanger au champ stellaire général de la galaxie et perdent la signature collective de leur naissance commune. Les Hyades, par exemple, qui constituent l'un des amas ouverts les plus proches de la Terre, montrent déjà de longues traînées de membres qui se sont progressivement dispersés le long de l'orbite de l'amas, formant ces fameuses queues encore observables grâce à des relevés modernes. Cette observation illustre de manière frappante le destin inéluctable de la plupart des amas ouverts. Ils finissent par se déliter en groupes plus petits et par se fondre dans la population galactique ambiante. En étudiant la manière dont se dissocient ces regroupements, les astronomes se sont aussi penchés sur la structure de la population stellaire en leur sein. Les spécialistes utilisent parfois le terme démographie pour faire référence aux ensembles d'étoiles peuplant un amas ouvert. Par exemple, on sait que ces amas abritent un certain pourcentage d'étoiles beaucoup plus petites et plus froides, nommées naines M, qui représentent la classe stellaire la plus courante dans la galaxie. Les naines M ont une température de surface plus basse que celle de notre Soleil,
souvent situées entre environ 2700 degrés Celsius et 3500 degrés Celsius, ce qui explique pourquoi elles émettent moins de lumière visible et semblent moins brillantes à l'observation. Les amas ouverts, en particulier lorsqu'ils sont jeunes, révèlent souvent une abondance significative de ces naines M, car la formation stellaire produit de nombreuses étoiles de faible masse. On parle parfois de la fonction de masse initiale, abrégée en anglais par les initiales IMF pour Initial Mass Function, afin de décrire la répartition des masses stellaires au moment de leur naissance. Cette fonction de masse initiale n'est pas plate. Elle indique qu'une majorité d'étoiles naissent avec de petites masses, alors que les étoiles massives sont plus rares. Au centre de certains amas, de petites fluctuations dynamiques peuvent provoquer un phénomène de ségrégation de masse. Les étoiles plus massives ont tendance à migrer vers le cœur de l'amas, tandis que les étoiles plus légères, comme les naines M, dérivent vers la périphérie, où elles sont plus susceptibles de subir des perturbations gravitationnelles et de s'échapper. Au bout du compte, cette ségrégation contribue encore à l'érosion de l'amas, car il arrive que ce soit précisément les étoiles faiblement liées qui quittent l'amas les premières. De plus, on repère parfois ce que l'on surnomme des trous de masse au sein de l'amas, c'est-à-dire des zones où il manque des étoiles d'un intervalle de masse donné. Ces absences peuvent s'expliquer par de multiples facteurs. Les plus massives peuvent avoir déjà vécu leur cycle complet, explosé en supernovae, ou bien avoir été éjectées par des rencontres rapprochées. À l'inverse, certaines populations d'étoiles moins massives peuvent s'échapper plus facilement si elles acquièrent un surplus de vitesse lors de collisions gravitationnelles. On parle aussi d'étapes d'évaporation, pour décrire de façon imagée la manière dont au fil du temps, ces amas laissent s'échapper progressivement leurs étoiles. Chaque rencontre, chaque perturbation, chaque passage près d'un objet massif contribue goutte à goutte à la perte de membres. Pour mieux comprendre l'âge de ces familles d'étoiles, les astronomes recourent à plusieurs méthodes. La plus ancienne consiste à utiliser des modèles d'évolution stellaire appelés isochrones. On trace dans un diagramme la luminosité de différentes étoiles en fonction de leur couleur, qui dépend de leur température de surface. Et on compare ces tracés avec des modèles théoriques qui indiquent à quel moment de leur évolution se trouvent les étoiles pour un âge donné. Cette méthode a longtemps été le pilier de la datation des amas ouverts. Toutefois, l'arrivée de missions spatiales comme TESS, pour Transiting Exoplanet Survey Satellite, ou encore Kepler, spécialisé dans l'observation photométrique de la luminosité des étoiles afin de détecter des exoplanètes, a aussi permis de mesurer avec précision les périodes de rotation des étoiles. En astronomie, la rotation stellaire est en effet un indice de l'âge. Les étoiles ont tendance à ralentir graduellement au cours de leur vie, un phénomène progressif qui résulte de pertes de moments angulaires attribuées principalement à l'émission de vents stellaires et de champs magnétiques. Grâce à cet effet, on peut établir une relation relativement fiable baptisée gyrochronologie, qui fait le lien entre la vitesse de rotation mesurée et l'âge. Ainsi, si on parvient à relever les périodes de rotation de nombreuses étoiles dans un amas, on peut vérifier si ces vitesses moyennes correspondent plutôt à des étoiles jeunes, âgées de quelques dizaines ou centaines de millions d'années, ou à des étoiles plus mûres, ayant déjà ralenti depuis un certain temps. Au-delà d'isochrones et de la rotation stellaire, les astronomes examinent également l'activité chromosphérique. La chromosphère d'une étoile est la couche supérieure de son atmosphère où se produisent d'importants phénomènes magnétiques, dont les boucles de plasma et les éruptions. Les jeunes étoiles montrent souvent un niveau élevé d'activité, associé à un champ magnétique vigoureux. En mesurant la luminosité émise par le calcium et d'autres éléments, on peut donc estimer aussi l'âge relatif des étoiles d'un amas. Bien sûr, aucune de ces approches ne fonctionne parfaitement de manière isolée. Les spécialistes recoupent différents indicateurs pour aboutir à une estimation globale fiable. Il peut arriver que certaines étoiles affichent des caractéristiques atypiques, peut-être parce qu'elles ont fusionné avec une compagne ou transité dans un champ magnétique particulier. Mais la puissance de la méthode vient du fait qu'en prenant un grand nombre d'étoiles à la fois, on obtient une vision statistique suffisamment riche pour gommer ces exceptions. Les astronomes s'intéressent tout particulièrement à cet équilibre subtil entre la naissance et la dissolution, car l'étude d'un amas ouvert offre une fenêtre sur la phase de formation et d'évolution précoce des étoiles. Comprendre la manière dont ces groupes s'étirent et se dissolvent permet aussi de reconstituer l'histoire de la galaxie et de ses interactions. Les courants stellaires issus de la dispersion des amas ouverts
sont en effet de précieux marqueurs pour cartographier le potentiel gravitationnel galactique, retracer les grandes lignes des déplacements d'étoiles à l'échelle galactique et débusquer les autres perturbations qui peuvent se produire, comme les passages de nuages moléculaires géants ou la rencontre avec d'autres amas. Les scientifiques croisent alors ces observations avec des modèles de dynamique pour affiner la compréhension globale de l'évolution du disque galactique et de la distribution de sa masse. Cependant, il reste toujours un volet incertain. Certains clusters pourraient être encore plus vastes qu'on ne l'imagine, car nous continuons de les sonder de manière plus profonde et plus précise au fil des progrès instrumentaux, des campagnes de relevés de nouvelle génération, utilisant des télescopes toujours plus sensibles et capables de mesurer la position et le mouvement des étoiles avec une exactitude croissante, révéleront vraisemblablement de nouveaux indices sur le parcours de ces regroupements stellaires en cours de dispersion. Les Hyades, souvent reconnus grâce à leur forme en V dans la constellation du Taureau, sont l'amas ouvert le plus proche de notre système solaire, à environ 150 années-lumière. Âgées d'environ 600 millions d'années, elles sont plus anciennes que les Pléiades, qui en comptent 125. Les relevés de Gaïa ont mis en évidence des prolongements gravitationnels, ou queues tidales, pouvant s'étendre sur près d'1 km/s. Concrètement, ces élongations résultent de forces de marée qui dispersent lentement les étoiles dans le disque galactique. Comparées aux Pléiades, encore jeunes et plus compactes, les Hyades affichent un état de dissolution avancé. Grâce à la précision des mesures de Gaïa, il est possible d'identifier des membres jadis confondus avec la multitude stellaire environnante, révélant une architecture étendue. Praes épais, aussi appelé M44 ou amas de la ruche, offre un autre exemple marquant. Situé dans la constellation du Cancer, à une distance comparable à celle des Hyades, il partage également un âge proche d'environ 600 millions d'années. Avant l'ère Gaïa, son identification reposait souvent sur des repères photométriques et des mesures de vitesse radiale incertaines. Grâce aux parallaxes précises de Gaïa, axées sur la géométrie céleste, on a identifié un halo stellaire plus vaste, composé de naines rouges difficilement détectables. Ces étoiles partagent des mouvements propres similaires, validant leur appartenance commune. Les études suggèrent que Praes épais affiche lui aussi des indices d'étalement, préfigurant un lent mais inévitable démantèlement. Son cœur, dense, contraste avec un entourage clairsemé où les queues tidales commencent à s'esquisser. Ce schéma est cohérent avec l'idée que les amas ouverts, quelle que soit leur taille et leur localisation, se dissolvent progressivement sous l'effet des forces galactiques. NGC 2516, localisé dans la Carène, illustre l'impact des relevés Gaïa sur la compréhension des amas ouverts moins médiatisés. Longtemps considéré comme un groupement relativement isolé, il révèle une périphérie peuplée d'étoiles aux trajectoires cohérentes, signe d'un halo plus grand qu'on ne le soupçonnait. Selon les estimations, l'âge de cet amas se situe à un stade intermédiaire, le rendant idéal pour étudier les phases de transition entre cohésion initiale et dispersion progressive. M11, également appelé l'amas du canard sauvage, propose un autre cas intéressant. Ces étoiles, plus jeunes et plus chaudes, montrent un noyau resserré, mais Gaïa suggère déjà la présence de membres s'étendant au-delà de sa zone centrale. Chacun de ces amas témoigne de l'universalité d'un phénomène, la dissolution. Malgré des environnements et des durées de vie variées, ils finissent par libérer leurs étoiles dans le champ galactique, laissant derrière eux de profondes empreintes cinématiques. De telles extensions ne sont pas seulement des curiosités isolées. Plusieurs amas se rejoignent à grande échelle, formant de longues structures filamenteuses. Ces filaments partagent souvent la même origine. Au fil des orbites autour du centre galactique, les amas s'étirent et s'entremêlent, donnant naissance à des chaînes d'amas, visibles uniquement grâce aux données combinées de parallaxes, de mouvements propres et de composition chimique. Ces regroupements témoignent du fait que la Voie lactée n'est pas un décor statique, mais un système en perpétuelle transformation. L'effet conjugué de la marée galactique, des rencontres avec des nuages interstellaires denses et des perturbations internes, facilite la dispersion progressive de chaque amas.
Les courants stellaires qui en résultent deviennent peu à peu indiscernables du champ global, mais laissent des signatures cinématiques révélatrices. Ainsi, étudier les amas emblématiques, comme les Hyadés ou Praesepe, revient à parcourir un vaste puzzle cosmique, dont chaque pièce raconte une étape de la formation du disque. La mission TESS, orientée vers la détection de transits planétaires, apporte aussi une contribution clé. En mesurant les variations de luminosité des étoiles sur plusieurs semaines, TESS peut en déduire leur période de rotation. Cette information, associée à la technique dite de gyrochronologie, sert à estimer l'âge d'une population stellaire. Pour un amas dont les distances et mouvements propres sont déjà cartographiés par Gaïa, TESS affine la chronologie des membres, distinguant ceux qui partagent un stade évolutionnaire similaire de simples intrus d'arrière-plan ou d'avant-plan. Dans le cas des Hyadés, par exemple, les vitesses de rotation renseignent sur l'état d'activité interne des étoiles, validant leur appartenance à un même groupe formé il y a plusieurs centaines de millions d'années. Ainsi, la combinaison Gaïa-TESS permet non seulement de révéler l'étendue d'un amas, mais aussi de renforcer la fiabilité de son inventaire. Cette synergie éclaire le devenir à long terme de l'ensemble et la dynamique sous-jacente de sa dissolution. Des études spectroscopiques complémentaires, qui mesurent l'empreinte chimique de chaque étoile, jouent aussi un rôle crucial. En déterminant avec précision la métallicité, c'est-à-dire la proportion d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium, on peut confirmer l'origine commune de membres présumés et lever tout doute dû à d'éventuels hasards de position ou de mouvement apparents. Les signatures spectrales révèlent si ces étoiles ont été enrichies selon le même processus, ou si certaines proviendraient d'une autre région de la galaxie. Dans un amas ouvert, on s'attend à une certaine homogénéité chimique, reflet de sa naissance unique. Toute divergence notable signale soit un contaminant, soit un épisode d'accrétion ultérieure. Les catalogues futurs de Gaïa, enrichis par ces données, affineront davantage notre vision de Hyades, Praesepe et autres amas, en consolidant l'inventaire de leurs étoiles affiliées. Cette convergence d'approches, qui marie cinématique, photométrie, rotation et chimie, produit un tableau de plus en plus net du destin collectif de ces groupes. Lorsque l'on se penche sur l'immensité de la Voie lactée, on réalise que les quelques amas ouverts bien connus, comme les Pléiades, ne sont qu'une infime pièce d'un puzzle bien plus vaste. Dans les régions les plus actives de la galaxie, on découvre des regroupements d'étoiles d'une ampleur considérable, dominés par des astres massifs au rayonnement intense. Parmi ces derniers, se distinguent les fameuses associations de type OB, qui rassemblent un grand nombre d'étoiles particulièrement chaudes et lumineuses, placées dans les types spectraux O et B. Leur température peut dépasser 30 000 degrés Celsius, ce qui engendre des vents stellaires considérables et un puissant flux d'ultraviolet. Du fait de leur grande énergie, elles illuminent les nuages de gaz alentour et ionisent leur hydrogène, donnant naissance à des nébuleuses flamboyantes où l'on distingue des rubans de poussière et de gaz brillants. Ces regroupements, comme nous allons le voir, s'étendent souvent sur des secteurs astronomiquement vastes et ne sont pas toujours retenus par une forte cohésion gravitationnelle. Leur distribution dans le ciel peut sembler éparse, mais il suffit de combiner différentes longueurs d'onde et des techniques telles que la spectroscopie pour identifier leur nature commune et la jeunesse de leurs étoiles. Ainsi, derrière l'éclat apparent de quelques astres ultra chauds, se cache un mécanisme complexe de dispersion, de rétroaction et de renouvellement perpétuel dans la galaxie. Une autre association de type OB particulièrement étudiée se situe dans la constellation du Scorpion et du Centaure, couramment nommée Association Scorpius-Centaurus. Elle s'étend pativement sur un large segment du ciel nocturne et renferme un ensemble de sous-groupes présentant des âges différents. Chaque sous-groupe correspond à une vague de formation stellaire distincte qui s'est déclenchée lorsque le nuage originel s'est fragmenté. Au fil du temps, les étoiles les plus massives ont façonné leur environnement par le biais de leurs vents stellaires et de leurs explosions en supernova, libérant d'immenses quantités d'énergie dans l'environnement immédiat. Cette énergie perturbe le gaz résiduel, repoussant certaines fractions de matière
ou favorisant l'effondrement d'autres noyaux, ce qui peut enclencher la naissance de nouvelles étoiles. Les associations de ce type constituent ainsi des réservoirs d'astres jeunes et souvent très lumineux, qui illuminent les principaux motifs gazeux de la galaxie et nous offrent des cibles privilégiées pour étudier les phases précoces de l'évolution stellaire. Au-delà de ces associations de type OB, les astronomes ont aussi mis en évidence des entités encore plus vastes, parfois appelées superamas ou complexes stellaires géants. Dans ces régions, on repère non seulement des amas ouverts bien compacts, mais aussi des groupes d'étoiles moins denses et dispersées, ainsi que de grandes poches de gaz ionisé. L'un des exemples les plus connus est la nébuleuse de la Carène, un gigantesque ensemble où trône l'étoile Eta Carinae, un astre exceptionnel présentant des éruptions massives observées depuis le XIXe siècle. Dans ce type de complexe, la rétroaction des vents et des supernovae crée des bulles creuses dans le gaz, parfois appelées bulles interstellaires, où la densité de matière chute alors que la pression et l'énergie cinétique augmentent. À l'échelle de plusieurs dizaines, voire centaines d'années-lumière, on retrouve des réseaux de nuages, des filaments de poussière et des cavités chauffées par les radiations intenses des étoiles massives. Cette imbrication de structures est typique des régions de formation stellaire où diverses générations d'étoiles peuvent coexister dans des phases de développement très différentes. Un autre exemple marquant réside dans la région de Cygnus Is, qualifiée parfois de vaste fourmilière stellaire. À cet endroit, la densité de sources infrarouges et de jeunes objets stellaires est particulièrement élevée, signalant une activité intense de formation d'étoiles massives. Les vents ultrapuissants s'entrechoquent, formant des ondes de choc à l'intérieur du gaz ambiant, et l'explosion d'une étoile massive en supernova peut occasionnellement perturber la nébuleuse environnante. Ces perturbations façonnent la structure du nuage, déclenchant au passage de nouvelles condensations qui peuvent engendrer à leur tour de proto-étoiles. On obtient ainsi de gigantesques fresques célestes, où la matière interstellaire, tour à tour comprimée et dispersée, nourrit en continu la naissance d'astres toujours plus nombreux. Le fonctionnement de ces superamas illustre la chaîne de rétroaction propre aux environnements de formation massive. L'énergie libérée par quelques étoiles colossales réorganise la géométrie du nuage, influençant directement la prochaine vague de formation stellaire. C'est une sorte de cercle vertueux, quoique parfois chaotique, où la mort rapide des plus gros astres peut semer les graines de la génération suivante. Si l'on replace les Pléiades dans ce contexte, on remarque qu'elles occupent une place intermédiaire entre de simples amas ouverts modestes et ces superamas tentaculaires. Les Pléiades se distinguent en tant qu'amas ouverts assez peuplés et résiliés, capables de maintenir sa cohésion pendant quelques centaines de millions d'années, tout en subissant progressivement l'érosion gravitationnelle imposée par la galaxie. Cela illustre parfaitement la nature hiérarchique de la formation stellaire. Dans certaines régions, les nuages moléculaires engendrent des noyaux denses qui deviendront des amas ouverts comparables aux Pléiades. Tandis que dans d'autres, l'activité de formation se produit à une échelle beaucoup plus vaste, englobant des associations de type OB et des complexes de très grande taille. Au sein d'une même région, plusieurs sous-ensembles peuvent coexister, dessinant un véritable continuum entre le groupe compact et la constellation dispersée. Ainsi, la carte galactique gagne progressivement en complexité, au fur et à mesure que l'on reconnaît l'existence de corridors d'étoiles et de sous-systèmes marginaux, agissant comme des ponts entre les amas traditionnels et les associations plus lâches. On appelle amas globulaires ces groupements stellaires denses et massifs, pouvant contenir plusieurs centaines de milliers, voire plus d'1 million d'étoiles, qui se distinguent des amas ouverts tels que les Pléiades. Ces amas globulaires, formés il y a plus de 10 milliards d'années, se caractérisent par une métallicité très faible, autrement dit, un contenu relativement réduit en éléments. Plus lourds que l'hélium. Leur âge avancé et leur masse considérable leur confèrent une dynamique interne remarquable, où la gravité maintient une forte cohésion. Dans la Voie lactée, la plupart résident dans le halo galactique ou sur des orbites excentrées, révélant qu'ils tirent probablement leur origine des premiers stades de formation de la galaxie ou d'événements d'accrétion de galaxies naines. Ils constituent un vivier d'informations sur l'histoire chimique et dynamique de notre environnement galactique, car leur présence témoigne d'une époque archaïque, bien différente de celle qui voit naître les amas ouverts actuels.
Contrairement aux amas ouverts, qui comptent souvent quelques centaines ou milliers d'étoiles réparties de manière moins dense, les amas globulaires présentent un cœur particulièrement compact, où les collisions stellaires peuvent se produire. Dans cet espace réduit, la forte concentration d'étoiles favorise parfois des fusions, aboutissant à la formation d'objets atypiques, comme les étoiles dites bleues délaissées, qui semblent plus jeunes que la population générale. De plus, un amas globulaire peut contenir plusieurs générations d'étoiles, révélées par des différences subtiles dans leur composition chimique et leur âge apparent. Les spécialistes y voient un indice de processus de formation plus complexe, s'étalant sur des millions d'années, avec éventuellement une arrivée de gaz supplémentaires ou la rétention des éléments produits par les premières étoiles. Cette superposition de populations stellaires fait de l'amas globulaire un véritable puzzle cosmique, où coexistent des restes d'âge très anciens et des signatures chimiques plus diversifiées et parfois inattendues. Sur le plan de la dynamique, la forte masse d'un amas globulaire joue un rôle déterminant. Elle retient les étoiles au sein d'un potentiel gravitationnel intense, empêchant l'évaporation trop rapide de ses membres. En revanche, l'influence de la galaxie elle-même, via les marées gravitationnelles, finit par arracher progressivement des étoiles, surtout lors des passages près du centre galactique ou d'autres structures massives. Malgré tout, la longévité d'un amas globulaire reste bien supérieure à celle d'un amas ouvert, car la concentration et la profondeur de son puits de potentiel lui assurent une cohésion remarquable. Ainsi, des amas globulaires nés au début de la Voie lactée ont pu parvenir jusqu'à nous sans être totalement dispersés, offrant aux astronomes des archives vivantes de conditions cosmiques extrêmement reculées. Leur répartition en orbite hautement elliptique ou inclinée, parfois issue de galaxies naines accrétées, témoigne de la complexité de leur parcours à travers l'histoire galactique. Lointaine. En comparaison, un amas ouvert comme les Pléiades affiche une dynamique bien plus relâchée, avec moins d'étoiles et un champ gravitationnel global bien moins intense. Cette différence s'observe non seulement dans la densité apparente, mais aussi dans l'évolution à long terme. Les amas ouverts finissent en général par se dissiper sous l'effet combiné des perturbations extérieures et de leur masse relativement faible. Les Pléiades, par exemple, sont destinés à perdre une grande partie de leurs membres dans le champ stellaire environnant, tandis qu'un amas globulaire comme Oméga Centauri maintient une structure compacte au cours de ses passages autour du centre galactique. Cela explique pourquoi on considère souvent les amas globulaires comme de puissants vestiges d'un passé lointain, capables de traverser les âges sans se disloquer complètement. Leur composition chimique, d'ailleurs, reflète leur nature archaïque, avec une proportion réduite d'éléments lourds qui témoignent d'une formation précoce et d'une évolution temporelle remarquable. Les astronomes recourent à des méthodes d'observation variées pour étudier la structure et la composition des amas globulaires. On mobilise la photométrie de précision, qui permet de dresser des diagrammes couleur-magnitude et de repérer différentes populations stellaires potentiellement présentes. La spectroscopie à haute résolution apporte des renseignements sur l'abondance de certains éléments, suggérant la coexistence de groupes d'étoiles formés à des moments distincts ou selon des scénarios de rétention de gaz. Les télescopes spatiaux, comme Hubble, ont largement contribué à l'analyse détaillée de cœurs denses, où la densité peut atteindre plusieurs milliers d'étoiles par année-lumière cube. Cette densité extrême renforce les probabilités de fusion ou de transfert de matière entre étoiles proches, produisant parfois des objets intrigants dont l'existence ne serait pas concevable dans un amas ouvert plus diffus. Comprendre le fonctionnement interne d'un amas globulaire amène à valider ou réviser des modèles de dynamique stellaire complexes et débattus aujourd'hui. L'exemple d'Oméga Centauri illustre à merveille la singularité de certains amas globulaires. Extrêmement massif, il renferme plusieurs millions d'étoiles, bien plus que ne le fait un amas ouvert classique. Certaines études suggèrent même qu'il pourrait s'agir du cœur résiduel d'une petite galaxie naine engloutie par la Voie lactée. Idée confortée par la présence de populations stellaires affichant des âges et des compositions chimiques variées. Cette diversité interne, inhabituelle pour un amas globulaire standard, témoigne d'une histoire de formation cosmique potentiellement fractionnée en multiples vagues successives. Les astronomes analysent ces signatures chimiques pour définir dans quelle mesure cet amas serait un fossile d'événements d'accrétion plus vastes. Comparé aux Pléiades, Oméga Centauri est donc bien différent.
il se trouve sur une orbite nettement plus éloignée. Son âge dépasse allègrement les 10 milliards d'années. Et sa densité contraint les étoiles à évoluer dans un espace extrêmement confiné dans lequel les collisions deviennent fréquentes. Un autre paramètre clé qui différencie un amas globulaire d'un amas ouvert est sa capacité à conserver ses étoiles les moins massives. Dans les amas ouverts, ces étoiles légères sont souvent éjectées par des interactions gravitationnelles ou dérivent hors du potentiel peu profond de l'amas. En revanche, dans un amas globulaire, la gravité collective est suffisamment intense pour garder prisonnières même les naines rouges, si bien que la population stellaire couvre un large éventail de types. Cette rétention affecte la structure thermique et la répartition des masses au fil des milliards d'années. Les théoriciens de la dynamique stellaire s'intéressent ainsi au phénomène de ségrégation de masse, par lesquels les étoiles plus massives ont tendance à migrer vers le centre, tandis que les moins massives peuplent plutôt les régions externes. Ce phénomène contribue à rendre l'amas globulaire plus dense encore au cœur, favorisant davantage de rencontres rapprochées et de fusions occasionnelles. Les avancées technologiques récentes, notamment celles du satellite européen Gaia, aident à dévoiler de nouvelles caractéristiques dans la distribution et la cinématique des étoiles au sein des amas globulaires. La mesure extrêmement précise des positions, des vitesses propres et des parallaxes permet de détecter des éventuelles extensions ou queues de marée s'étendant loin du centre principal. Ces flux stellaires trahissent le lent éparpillement de certaines étoiles hors de l'amas, tout en fournissant un indice quant à la robustesse de la structure centrale. De plus, l'étude détaillée des orbites galactiques indique que certains amas globulaires ont pu pénétrer plusieurs fois au cœur de la Voie lactée, subissant des forces de marée intenses, tandis que d'autres ont conservé des trajectoires plus externes. Cette diversité de parcours orbitaux reflète la richesse de l'histoire galactique et la complexité des processus d'interaction gravitationnelle sur plus de 10 milliards d'années, faisant de chaque amas un récit. Pour distinguer clairement un amas globulaire d'un amas ouvert, on peut aussi examiner le diagramme de couleur-magnitude qui répertorie la luminosité et la couleur de ces étoiles. Dans un amas globulaire ancien, une part importante des composants a déjà quitté la séquence principale pour emprunter la branche des géantes rouges ou d'autres phases plus avancées comme la branche horizontale. Au contraire, dans un amas ouvert jeune, la majeure partie des étoiles reste sur la séquence principale, et il est rare d'observer des géantes de façon aussi marquée. Cette simple observation de la distribution des étoiles sur le diagramme couleur-magnitude souligne l'écart d'âge colossal entre un groupement comme les Pléiades et un mastodonte globulaire, souvent 10 ou 100 fois plus ancien. On parle ici de la possibilité d'étudier, dans un même espace restreint, des évolutions stellaires qui témoignent de mécanismes physiques très anciens et préparent le terrain pour des processus ultérieurs. Finalement, la comparaison directe entre un amas ouvert comme les Pléiades et un amas globulaire illustre la variété stupéfiante des destins stellaires. Si les Pléiades regroupent quelques centaines d'étoiles âgées d'environ 100 millions d'années, un amas globulaire du type d'Oméga Centauri compte des millions d'astres, dont certains ont plus de 10 milliards d'années. Dans le premier cas, la faible masse totale conduit à une dissolution accélérée, tandis que dans le second, la puissante cohésion gravitationnelle garantit une persistance sur des échelles de temps cosmologiques. Les deux types d'amas témoignent toutefois du caractère dynamique de notre galaxie, où se forment encore aujourd'hui de nouveaux amas ouverts, tandis que d'antiques amas globulaires continuent leur route autour du centre galactique. Observateurs et théoriciens coopèrent afin d'arracher à ces vieux sphéroïdes denses les secrets de l'évolution stellaire, de l'enrichissement chimique et de la structuration globale de la Voie lactée. Un témoin précieux du passé. Ainsi, l'amas globulaire demeure un vestige archaïque où convergent l'histoire chimique et la mécanique céleste, la plus spectaculaire. Au premier regard, la Voie lactée apparaît comme une traînée lumineuse dans le ciel nocturne, mais son organisation interne se révèle bien plus complexe lorsqu'on la scrute en détail. Notre galaxie possède une structure en spirale dans laquelle des bras gigantesques s'étendent et forment des arches peuplées de zones de formation stellaire,
Parmi ces grands bras figurent notamment celui de Persée et celui d'Orion, ce dernier étant souvent surnommé le bras local car il abrite notre système solaire. Le bras d'Orion se situe entre deux bras plus imposants, ceux de la Sagittaire et de Persée, et on le considère plutôt comme un éperon ou un bras secondaire qui relie ces vastes couloirs stellaires. Pourtant, même s'il n'est pas le plus large, le bras d'Orion reste un lieu d'activité cosmique soutenue, notamment parce qu'il est traversé par plusieurs ondes de densité. Ces ondes, qui se propagent dans le disque galactique, exercent des forces sur les nuages géants de gaz et de poussière et les compriment jusqu'à allumer de nouvelles générations d'étoiles. Au fil des millénaires, les amas stellaires qui naissent dans ces zones de surpression se mélangent progressivement au sein du disque, et certains finissent par se dissoudre, laissant derrière eux des courants d'étoiles qui, à l'échelle de la galaxie, prennent la forme de traînées diffuses. Si l'on parvient à identifier la cohérence de leur trajectoire, c'est parce que ces courants stellaires restent influencés par le potentiel gravitationnel galactique qui dicte la forme de leur orbite et reflète l'histoire dynamique de la Voie lactée. Ainsi, lorsque des amas ouverts comme les Pléiades se dispersent peu à peu, leurs membres disséminés constituent autant d'indices sur l'évolution et la structure de notre galaxie. En reconstituant la trajectoire commune de ces étoiles, les astronomes dévoilent la mécanique subtile qui anime le bras d'Orion et, plus largement, tout le disque galactique. Le disque galactique se compose en réalité de deux parties principales, le disque mince et le disque épais. Le disque mince, dans lequel nous vivons, se caractérise par une concentration importante de gaz et de poussière, ce qui en fait un lieu de choix pour la formation stellaire. Cette région recèle de nombreux amas ouverts, issus de l'agrégation d'étoiles nées dans un même nuage moléculaire géant. Les amas ouverts, tels que les Pléiades, se forment dans ces panaches tourbillonnants de gaz, puis sont lentement dispersés par diverses interactions gravitationnelles, par les fluctuations du champ galactique et par la présence de nuages massifs sur leur chemin. Dans ce disque mince se situe également la plus grande partie de la population d'étoiles jeunes et intermédiaires, ainsi que la majeure partie de la poussière interstellaire capable de former de nouvelles étoiles. Le disque épais, quant à lui, constitue une sorte de halo élargi qui entoure le disque mince à des hauteurs plus importantes et abrite une population stellaire plus vieille et moins riche en éléments lourds. Il est probable que ce disque épais soit le vestige d'une phase plus ancienne de la galaxie, caractérisée par des collisions mineures avec des galaxies mènes ou des épisodes de formation plus chaotiques. La distinction entre le disque mince et le disque épais s'observe par la distribution des vitesses stellaires, par la composition chimique des étoiles et par le temps de formation moyen de chaque population. Quant au halo galactique, il représente l'enveloppe la plus étendue, où des amas globulaires antiques gravitent sur des orbites souvent très excentrées. Les amas globulaires, en raison de leur grand âge et de leur forte cohésion gravitationnelle, vivent dans cette zone éloignée, alors que les amas ouverts tels que les Pléiades restent confinés au disque, qui est plus dynamique. Lorsque l'on évoque l'environnement galactique des Pléiades, il est essentiel de rappeler qu'elles s'inscrivent dans une configuration plus large qui comprend non seulement le bras local, mais aussi certaines caractéristiques distinctives telles que la ceinture de Gould, désignée souvent par l'anglais Gould Belt, ou la bulle locale. La ceinture de Gould est une structure en forme d'anneau très aplati, vieille de plusieurs dizaines de millions d'années, qui concentre un grand nombre d'étoiles massives et de régions de formation stellaire. Elle traverse notamment la constellation d'Orion, mais s'étend bien au-delà, couvrant une large portion du ciel. Cette ceinture, penchée d'environ 20 degrés par rapport au plan galactique, regroupe des amas et associations stellaires relativement jeunes, dont beaucoup appartiennent au même écosystème astrophysique que les Pléiades. Certains chercheurs proposent que cet anneau particulier soit né de l'explosion de plusieurs supernovas successives ou de la rencontre de notre galaxie avec un nuage massif de gaz extragalactique. Quoi qu'il en soit, la ceinture de Gould influence la manière dont naissent et se dispersent les étoiles sur quelques centaines d'années-lumière autour de nous, et elle contribue à sculpter la dynamique de la zone. La bulle locale, pour sa part, est un volume relativement pauvre en gaz dense, apparu probablement suite à des éruptions successives de supernovas. Les vents stellaires et les ondes de choc associées ont chauffé et dilué le milieu environnant,
créant cette vaste cavité où la densité de la matière interstellaire est plus faible. Bien que les détails de sa formation restent débattus, on sait que ce gigantesque vide partiellement ionisé s'étend sur plusieurs centaines d'années-lumière autour du Soleil, renfermant quelques bulles plus petites et des filaments de plasma chaud dont la température peut atteindre plusieurs millions de degrés Celsius. À l'intérieur de cette bulle locale, notre système solaire voyage à grande vitesse autour du centre galactique, accompagné de nombreuses étoiles qui ont peut-être pour origine un amas commun, voire plusieurs groupes stellaires anciens. Les Pléiades, situées à un peu plus de 400 années-lumière, se trouvent en bordure de cet environnement particulier, dans une zone où le disque mince commence à révéler d'autres structures plus lointaines. En les cartographiant avec précision, on parvient à comprendre comment ces étoiles s'inscrivent dans le puzzle plus vaste de la distribution de la matière dans la galaxie. Lorsque l'on évoque les amas d'étoiles comme les Pléiades, dont les dimensions se chiffrent en quelques parsecs, on se situe à une échelle déjà remarquablement vaste, si l'on songe qu'un parsec équivaut à environ 3,26 années-lumière. Pourtant, cette dimension reste modeste en comparaison de celle des amas de galaxies, qui s'étendent sur des millions de parsecs, aussi appelés mégaparsecs. Un amas stellaire, tel que les Pléiades, rassemble quelques centaines ou milliers d'étoiles formées dans le même nuage primordial, alors que, à l'échelle galactique, on parle de centaines de milliards d'étoiles groupées au sein d'une seule galaxie. Si l'on franchit un pas supplémentaire, on constate que les galaxies elles-mêmes se rassemblent sous l'effet de la gravité pour former des amas galactiques, qui peuvent englober des dizaines, voire des centaines de galaxies massives. Ces concentrations, loin de flotter isolément, s'organisent en filaments cosmiques, qui constituent la structure la plus étendue de la matière ordinaire dans l'univers observable. Les astronomes décrivent souvent cette organisation comme une toile cosmique, un réseau diffus de régions surdenses, reliées par des ponts de galaxies et de gaz intergalactiques, laissant entre elles des volumes immensément vides où la densité de matière est beaucoup plus faible. Pour sonder cette hiérarchie, on s'appuie sur la mesure des distances, des vitesses et de la luminosité des objets distants, ainsi que sur les relevés spectroscopiques qui révèlent leur décalage vers le rouge, indicateur de leur éloignement. Lorsque l'on recense la distribution des galaxies à grande échelle, il apparaît que les amas stellaires ne sont qu'une signature locale à l'intérieur de chaque galaxie, tandis que les amas de galaxies forment des nœuds majeurs ancrés dans la toile cosmique. Au sommet de cette pyramide de regroupement se dressent les superamas de galaxies, entités colossales, qui peuvent s'étendre sur des centaines de millions d'années-lumière et renfermer plusieurs amas distincts. Pourtant, à cette échelle, la liaison gravitationnelle n'est plus forcément suffisante pour maintenir l'ensemble en un tout cohérent, car l'expansion de l'univers tend à éloigner entre elles des zones qui ne sont pas assez massives pour rester unies. On dit alors que le superamas n'est pas nécessairement un édifice éternel, mais plutôt un regroupement ad hoc de structures partageant un même bassin d'attraction à un instant donné. Malgré tout, ces superamas dressent un cadre conceptuel essentiel pour comprendre comment la matière se répartit dans le cosmos. De la même manière que l'on découvre qu'un amas stellaire réputé proche, comme les Pléiades, peut s'avérer bien plus étendu que ne le laissait penser l'observation à l'œil nu, on réalise que la distribution des galaxies et de leur groupement à vaste échelle demeure parfois trompeuse si l'on ne dispose pas de mesures précises de leur vitesse et de leur distance. Ainsi, l'idée d'un continuum allant du petit amas ouvert jusqu'au superamas de galaxies n'est pas qu'une simple figure de style. Elle reflète la véritable progression, laquelle la gravité, puis l'expansion, façonne la matière visible tout en influençant la trajectoire à long terme de ces immenses collectifs cosmiques. Pour replacer notre Voie lactée dans cette fresque cosmique, il suffit d'abord de préciser qu'elle fait partie d'un ensemble d'une cinquantaine de galaxies nommées groupes locaux, où se distinguent principalement la galaxie d'Andromède et la nôtre. Ce groupe lui-même s'inscrit dans l'amas de la Vierge, vaste concentration de galaxies située à plusieurs dizaines de millions d'années-lumière. L'amas de la Vierge héberge des centaines de galaxies, dont certaines atteignent une masse colossale et semblent régner au cœur de cette zone fortement peuplée. Au-delà, se trouve un superamas plus large,
l'Aniakea, qui est parfois décrit comme une entité englobant l'amas de la Vierge et d'autres amas voisins. Le nom l'Aniakea, d'origine hawaïenne, signifie « horizon céleste immense » et incarne l'idée d'une zone bien plus vaste que ce que l'on aurait pu imaginer à partir de relevés restreints. Pour tracer les frontières de ce superamas, les astronomes ont examiné les vitesses individuelles de milliers de galaxies, en tenant compte du fait que l'univers est en expansion générale. En isolant les mouvements propres aux grandes structures sous l'effet de la gravitation, on détecte des flux convergents vers des zones denses, tout comme on verrait un réseau de vallées menant à un immense bassin central. Cette analyse a révélé que la Voie lactée, l'amas de la Vierge et plusieurs autres groupes importants partagent un destin commun au sein de l'Aniakea, même si cela ne signifie pas pour autant que toutes ces galaxies resteront éternellement agrégées. En effet, le superamas n'est pas nécessairement une structure fermée, car l'expansion peut séparer certaines zones peu massives, tandis que les amas plus concentrés conservent leurs galaxies sur des échelles de temps extrêmement longues. Pour décrire cette adresse cosmique, on évoque donc un enchaînement hiérarchique. La Terre autour du Soleil, le Soleil dans la Voie lactée, la Voie lactée dans le groupe local au sein de l'amas de la Vierge, et cet amas logé dans l'Aniakea. Bien qu'il soit fascinant d'imaginer que nous fassions partie d'un tel super-ensemble, il est tout aussi remarquable de réaliser que ces liens ne sont pas inaltérables. À terme, des influences gravitationnelles plus intenses ou l'extension accélérée de l'espace pourraient morceler davantage ces regroupements, de sorte que la configuration future de l'Aniakea pourrait différer sensiblement de celle que nous percevons aujourd'hui. Pourtant, la notion même de superamas local garde sa valeur comme cadre explicatif à une époque où nous cherchons à cerner les mécanismes d'agrégation de la matière et à comprendre comment s'articule l'univers à grande échelle. Ainsi, le fait de situer les Pléiades dans la Voie lactée ou de déterminer l'étendue de l'Aniakea relève d'un même effort unificateur, poser des repères pour déchiffrer la toile du cosmos. Dans cette perspective, chaque amas ou groupe identifié devient comme un point de repère dans notre cartographie galactique et reflète le jeu permanent entre la gravité, qui rassemble, et l'expansion, qui disperse.